été à l'heure globalement. Donc, en tout cas, merci à tous de votre présence. Donc, je suis Nicolas Picard, je suis directeur de la Technopole de Cherbourg, le bâtiment qui est juste derrière ici. On a l'occasion de travailler avec un certain nombre d'industriels, d'établissements de formation. Et c'est à ce titre qu'on est partenaire ce soir de l'opération et de l'idée qui a été lancée par Marie Kirchner et ses équipes de WIN. Merci beaucoup à toute l'énergie qui a été déployée par WIN et ses équipes. Avant de passer aux présentations, je voudrais vous dire que ce sujet sur l'énergie ou sur les énergies, c'est un sujet dont on entend parler là depuis quelques mois et dont on va entendre de plus en plus parler. Pourquoi? Parce que Xavier va vous en dire quelques mots tout à l'heure lors de sa présentation, Xavier Billet de DCNS. Mais c'est vrai que si on regarde juste aujourd'hui, ce matin à l'EAMEA, il y avait une conférence sur les sciences et l'éducation dans un cadre 100% nucléaire. Vous avez en ce moment l'IUT, et c'est pour ça que le directeur de l'IUT s'excuse de ne pas être là ce soir. Il y a en ce moment des conférences sur les énergies renouvelables à Saint-Lô, sur la journée d'aujourd'hui et celle de demain. Je tiens également à excuser Nucléopolis, qui est un partenaire, donc qui est le pôle nucléaire bas-normand, qui ne peut pas être là ce soir, mais qu'on aurait aimé, et qui était également partenaire de l'opération. Et puis je souhaite remercier, on les remerciera d'autant plus tout à l'heure, les trois intervenants qui ont accepté l'invitation de ce soir, donc le professeur Fausse, Madame Duchemin et Xavier Billet de DCNS. Sans plus tarder, je pense que Marie, tu as quelque chose à ajouter? Bonsoir, on est très heureux de vous accueillir pour une nouvelle conférence. Pour ceux qui le souhaitent, le DVD de la conférence précédente, Quand le nucléaire soigne, est ici et peut être commandé. Il est en 2 volumes. Il est enregistré par Laurent Danger, qui est ici, qui est partenaire et qui est de l'UNICNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Voilà. Et donc, avant de poursuivre, nous allons passer la parole à Sébastien Delamarche, qui va vous présenter la Sven Basse-Normandie. Bonsoir à tous. Je ne vais pas prendre longtemps, c'était juste pour vous présenter, puisque pour les gens qui connaissent la Sven, ça faisait un bout de temps qu'il n'y avait plus personne pour l'animer. Le bureau Sven sur la Basse-Normandie. Donc voilà, j'ai eu l'immense honneur de rejoindre la Sven et au travers d'Areva, de prendre cette responsabilité en plus. Donc ça fait quelques mois que j'ai repris cette animation. Donc on a constitué un bureau sur la Basse-Normandie avec l'objectif également d'organiser quelques conférences. Et je pense que dans l'actualité aujourd'hui médiatique autour du nucléaire et notamment le débat énergétique qui va se lancer, je pense que la Sven a tout son intérêt et a toute sa place pour prendre part à ce débat. Et donc, dont la conférence aujourd'hui en fait partie. Je suis désolé, je vais me mettre sur le côté. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne idée de faire ce type de conférence pour parler et promouvoir le nucléaire et alimenter le débat. Je remercie tous les organisateurs et notamment Marie pour organiser son dynamisme, pour organiser ce type de conférence, parce que Dieu sait si c'est souvent pas facile de réunir tout le monde pour arriver à faire ce type de conférence. Voilà, donc bonne conférence et puis à bientôt, je pense qu'on se reverra dans nos futures rencontres. Voilà, merci. Merci Monsieur Lamarche. Pascal Lorage de la Sven Jeune Génération. Donc c'est moi qui vais vous présenter rapidement nos intervenants. Donc ce sera le professeur Jacques Fausse qui va débuter les présentations en nous rappelant ce que sont les énergies au sens large, celles qui ont existé au travers des différents siècles. Anne-Marie Duchemin nous parlera de l'impact des énergies sur l'environnement et M. Xavier Billet, du CNS, développera l'innovation mise en œuvre actuellement pour les énergies marines renouvelables. On va excuser Madame Anne-Marie Birac qui, pour des raisons médicales, n'a pu nous rejoindre ce soir, donc elle nous prie de bien vouloir l'excuser. N'oubliez pas sur les petites plaquettes qui vous ont été distribuées de pouvoir noter toutes vos questions qui apparaîtront au cours des présentations et on aura un espace d'échange à la fin des différentes présentations pour pouvoir poser toutes vos questions et nos intervenants avec les différents modérateurs se feront plaisir d'y répondre. J'en profite juste pour vous demander d'éteindre tout ce qui est portable et qui pourrait gêner les différents présentateurs dans les différentes présentations.
Marie l'a déjà fait. Un enregistrement sera fait de cette conférence, tout comme la précédente. Donc cet enregistrement est fait par l'UNAM. Du coup, j'en profite pour saluer et remercier tous nos partenaires. On commence par le Pays du Contentin. J'ai le petit papier pour les oublier. La communauté urbaine de Cherbourg, la communauté de communes de La Hague, Areva La Hague, EDF Flamanville 1, 2 et 3, DCNS Cherbourg, le site universitaire Unican, l'IUT Cherbourg-Manche, et particulièrement M. Langer, représenté par M. Picard, pour la disposition des locaux. Professeur Fausse, à vous. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous avez sans doute remarqué que Sébastien Lamarche, on a la même cravate, c'est ce qu'on appelle une transition dans la continuité. Donc, je vais prendre maintenant la parole. J'ai plus qu'à le dire, là, c'est bon, c'est bon. Ah oui. Voilà. Donc je pense que beaucoup d'entre vous reconnaissent le point. On ne peut pas fermer un peu parce que... Donc évidemment, c'est un vaste sujet, hein, parce que je commence à la préhistoire et je termine par ce siècle ou même le siècle d'après. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Alors, la définition de l'énergie, on connaît bien, ça reflète une capacité à faire un travail, et c'est la capacité pour un système donc, de modifier son état et de produire un travail sous forme de chaleur, de mouvement ou de rayonnement. Et ce qui est écrit en dessous, c'est quelque chose dont il faut toujours avoir conscience, parce qu'on parle beaucoup, toujours, l'industrie, ses déchets, les rejets, etc. Il n'existe pas un seul système, quel qu'il soit, un système qui évolue et qui consomme de l'énergie, forcément, il brûle du combustible et il produit des déchets. D'ailleurs, nous-mêmes, hein, en tant qu'êtres humains, eh bien, nous sommes un système qui consommons l'énergie, donc on brûle du combustible et on produit des déchets. Donc ça, il faut toujours avoir ça, évidemment, en mémoire. Alors, évidemment, on peut penser que la première énergie que l'homme a utilisée au départ, c'est l'énergie musculaire, c'est-à-dire sa propre énergie. Celui-là avait évidemment un petit peu d'avance, je pense que ses compatriotes à l'époque ne comprenaient pas ce qu'il avait écrit. Et il faut savoir qu'en fait, l'homme développe une puissance de 100 watts. Ce qui fait que si vous prenez notre rythme de travail, ça fait 165 kWh par an. Alors là, vous avez des watts, des kilowattheures, je ne vais pas insister longtemps, je ne vais pas faire un cours, mais globalement, donc, il faut toujours, de toute façon, des fois, il y a des amalgames qui sont faits entre puissance, en réalité, et énergie. Alors, l'unité d'énergie, tout le monde connaît, c'est le joule, on a appris ça à l'école, mais personne en fait, n'utilise cette unité. Dans la vie de tous les jours, on utilise plutôt pour l'énergie le kilowattheure, parce que c'est ce qu'on paye à EDF ou à GDF. Et en équivalent, évidemment, vous avez donc le kilowatt en puissance, qui est une énergie d'un joule par seconde. Et donc, ces 165 kWh, je vous disais, c'est au rythme français du travail, 35 heures par semaine, 47 semaines par an. Mais ça veut dire, vous voyez, que si les payé au SMIC, ça fait 145 € du kilowattheure. Hein. Et donc, c'est pas, heureusement, pas encore, du moins, ce qu'on paye à EDF. Et il y a même un facteur quasiment moins 100, hein, si ce n'est 1000, oui, 1000 même. Donc, voilà, ce qui nous permet, évidemment, aujourd'hui, d'utiliser ce qu'on appelle des esclaves énergétiques, avec lesquels donc, on vit. On l'a plus ou moins, mais on en utilise. Donc au départ, évidemment, sa propre énergie, et puis après, ben, il s'est aperçu qu'il pouvait utiliser des animaux, hein, donc ce sont les animaux de trait, ce sont le chariot du Père Noël, à peu près comment il existait. Et puis après, ben, voilà, on est allé un petit peu plus loin et on a utilisé évidemment les esclaves pour aider aux travaux. Et puis après, ben, il a observé évidemment ce qui l'entourait, et ben, il a découvert le feu, comme vous le savez, on ne va pas revenir là-dessus. Bois, charbon de bois, la force du vent, évidemment, où là, d'ailleurs, on lit à la fois le vent et puis probablement les esclaves ou les galériens qui font avancer le bateau. La force de l'eau, vous voyez, c'est le premier qui décrit un moulin à eau, pour faire de la farine, d'ailleurs. On est en 30 avant Jésus-Christ, c'est Vitruve. Hein, donc, vous voyez, ça fait quand même un moment.
Ceux aussi qui vivent dans des pays où il y a de la géothermie, eh bien, ont utilisé très vite cette géothermie, les fours à pain ou autres, donc à cette époque-là. Et puis on a utilisé donc le combustible fossile. Alors mais on est déjà, évidemment, le gaz était utilisé depuis très longtemps, hein, au 4e siècle avant Jésus-Christ chez les Chinois. Mais en Europe, c'est beaucoup plus récent, hein, à partir du moment où Volta a isolé donc le méthane à partir du gaz des marais. On est en 1776 et c'est le développement à partir de 1785. Le char, là où c'est à peu près à la même époque. Le pétrole, donc lui, était connu depuis l'Antiquité, mais évidemment pas comme combustible. Et la lampe à pétrole, quand même, vous voyez, dès le Moyen-Âge, mais l'industrie, évidemment, c'est beaucoup plus récent, comme vous le savez. C'est le début de l'ère industrielle, on est en 1850. 1857 en Roumanie, un tout petit peu en États-Unis. Mais il faut savoir que cette révolution industrielle dont je viens de parler, en fait, elle n'est pas due seulement à l'utilisation de ces combustibles, mais aussi à l'avènement des transports, pareil, et à la machine à vapeur avant de Nipata, etc. Parce que ça a permis évidemment un développement plus important. Jusque-là, les industries elles s'étaient concentrées là où on trouvait effectivement ces sources d'énergie, essentiellement le bois et l'eau, les forêts et les rivières. Le vent à l'époque, ça servait pour les moulins et la marine à voile, c'est à peu près tout. Et on a fait évidemment beaucoup de progrès lorsque on a pu utiliser en particulier le chemin de fer. Alors l'énergie d'hier est quand même un passé proche, c'est l'uranium et l'énergie nucléaire. On est dans la seconde moitié du XXe siècle et évidemment pas très très loin de nous, on a le nucléaire d'aujourd'hui et le nucléaire de demain. Alors dans le Cotentin, sur ce plan-là, vous savez qu'on a évidemment pas mal d'installations nucléaires, sur l'usine de traitement, bien sûr, de La Hague, le centre de stockage de la Manche et tous ces réacteurs dont je viens de parler. Alors l'énergie aujourd'hui, ces usages, en fait, on les connaît, l'électricité, chaleur et transport. Et vous voyez qu'au XXe siècle, en fait, si on regarde la consommation d'énergie sur la planète, elle a été multipliée par 10 en 100 ans. On utilise à ce moment-là une nouvelle unité qui est le gigatec, qui provient, vous voyez, de la tonne équivalent pétrole, que j'ai relié ici en kilowattheure. En gros, pour se fixer des idées, un Français utilise à peu près 3 têtes par an. Hein. Donc évidemment, si on se passe à l'échelle de la planète, eh bien, on est en milliards de ça, c'est-à-dire on raisonne en gigatec. Alors on voit une grande disparité quand même, je pense que j'ai détaillé un peu mieux, donc voilà, ici, c'est-à-dire que les pays qu'on appelle aujourd'hui en voie de développement, qui sont l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine, évidemment, sont des pays qui aujourd'hui consomment, dépensent très très peu d'énergie, mais ce sont des pays qui vont évidemment en consommer, et c'est logique pour eux, on ne voit pas de quel droit ils n'auraient pas le droit de remonter au niveau au moins de l'Europe, si ce n'est pour aller jusqu'en Amérique du Nord, on cache quand même un peu l'énergie, ce qui fait que on peut penser que la demande énergétique de l'avenir, évidemment, va augmenter. Alors, on peut regarder aussi par rapport à la population. Alors, vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça va quand même déjà faire bientôt 1 an. Hein. On a franchi la barre des 7 milliards de terriens. Et vous voyez, on était 6,5 milliards le 19 décembre 2005, à la veille des vacances de Noël, cette année-là. Et il n'y a pas de rapport. Et quand vous faites le delta, eh bien, vous voyez que ça fait 227 000 par jour en plus. C'est-à-dire, chaque journée, entre ce 19 décembre 2005, si on fait une moyenne le 30 octobre 2011, se rajoutaient 227 000 personnes sur la planète. Vous connaissez à peu près la population ici de l'arrondissement de Cherbourg, donc vous voyez ce que ça peut faire. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais depuis on a pris conscience de ça, on fait attention, ça diminue, etc. Alors on peut regarder, c'est-à-dire ce matin, voilà, vous avez les chiffres, vous voyez que depuis on a pris 84 millions d'individus en plus, ce qui fait que le delta maintenant il est à 233 000. Donc il continue d'augmenter, ce qui d'ailleurs n'est pas illogique. Et ce qui est intéressant pour en discuter, c'est que vous voyez que plus de 90% de ces naissances ont lieu justement en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Chaque journée, il y a, vous voyez, à peu près 5, un peu moins, hein, bien sûr, un peu moins de 5 naissances par seconde. Donc il y en a 403 000 et puis il y a 170 000 décès, donc le delta c'est 230 000. Alors on peut essayer de se projeter un peu dans l'avenir. Il y en a qui disent on sera 9 milliards, il y en a qui disent on sera 10 milliards, on était de 7 milliards en 2011. Qu'est-ce que c'est que cette courbe? Cette courbe, c'est justement l'accroissement journalier de la population. Alors vous voyez que
ceux qui disent on sera à 9 milliards, ça veut dire que d'ici là, évidemment, et même d'ailleurs à partir d'aujourd'hui, il faut presque faire une marche, il faut qu'on tombe à peu près à 100 000. Alors je vois pas, c'est pas très facile de penser d'un seul coup, on va passer de 233 000 par jour à 100 000 par jour. 200 000 si on veut être à 10 milliards. Dans les calculs que j'ai fait après, moi je me suis basé sur 10 milliards. Mais vous voyez que même si, certes ça s'est un petit peu infléchi, mais même si on regardait à peu près aujourd'hui, on arriverait à 10 milliards et demi, 11 milliards en 2050. Alors les sources d'énergie, elles sont évidemment très très nombreuses. On ne va pas tout détailler, mais vous voyez, l'eau, le soleil, le courant, le vent, la marée, la biomasse, la géothermie, la vapeur. L'énergie musculaire, toujours, heureusement, moi on peut espérer que c'est vrai partout. Il n'y a plus d'esclaves, mais il y a toujours des animaux de trait, donc c'est quand même ça très peu de choses par rapport au reste. Alors ça, c'est les sources d'énergie aujourd'hui, vous voyez, c'est assez important parce que on s'aperçoit qu'en réalité, ce qui s'appelle les combustibles fossiles, dont alors on va un peu moins nous rabattre les oreilles là aujourd'hui que les Allemands commencent à développer à fond le charbon et le lignite, mais jusque-là, ce fameux gaz carbonique, ce CO2, aujourd'hui, vous le voyez, c'est 85% de nos sources donc, énergétiques. Et là-dessus, en termes économiques évidemment, je parle de réserves économiques, vous en avez 36 plus 22, c'est-à-dire 58% gaz et pétrole qui vont disparaître d'ici 2050. En tant que, encore une fois, source économique. Alors, ça c'est intéressant, pourquoi? On s'aperçoit que justement ces fameux combustibles fossiles qu'il faut essayer d'éliminer, c'est les seuls qui sont présents dans toutes les utilisations. Et que là où on a le plus de choix, c'est pour faire de l'électricité. Les réserves, on va passer ça assez vite, puisque de toute façon, il y aura le DVD après à la disposition de ceux qui voudront bien l'acheter. Donc, vous pourrez retrouver tout ça. Mais vous voyez que le pétrole, 2050, voilà, et encore au rythme actuel, faire très très attention à ça, parce que le rythme actuel, il change tous les jours. Plus vous avez évidemment augmenté la dépense, et plus, évidemment, ces réserves diminuent. Vous voyez, les Chinois ont multiplié par 6 en 10 ans leurs importations de pétrole. L'Arabie Saoudite a multiplié par 100 ses exportations vers la Chine. Donc ça veut dire que voilà, ça c'est soumis quand même à ce genre de réserve, si je puis dire, pour ces réserves. Alors là j'avais rajouté ça parce que des fois je fais ça dans les conférences, on n'appelle pas les universités du 3e âge, mais on met du temps libre, c'est plus gentil. Et en pose de 2050, à la région de Douai 2050, voilà, 2050. Alors il faut que les traumatisent quand même. Donc c'est leurs petits-enfants, c'est leurs enfants. Alors j'ai mis cette planche, j'ai dit, bon, quand les bébés 2000 souffleront leurs 50 bougies, il n'y a plus de pétrole. Quand ils prendront leur retraite, à cette interrogation pour 68 ans, il n'y aura plus de gaz. Encore une fois, économique, je creuse un trou et j'ai le pétrole qui gicle. Ça sera terminé. Donc, en revanche, effectivement, il faudra en tenir compte, parce que de toute façon, on l'exploitera, parce qu'on va manquer d'énergie. Il reste évidemment le schiste bitumineux et les sables phréatiques, le gaz de schiste, dont vous avez entendu parler. Là, il y en a plusieurs centaines de gigatètres. Plusieurs centaines de gigatètres, c'est un peu comme vous avez vu pour le charbon, c'est-à-dire quelques siècles de réserve. Mais bien sûr, c'est coûteux en énergie, c'est polluant à exploiter, il faudra faire avec. Alors, on a terminé, vous savez, le siècle, c'était même d'ailleurs aussi le millénaire, avec 2 événements importants. Le premier qu'on appelait le développement durable, dont la meilleure définition est celle-là, répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Alors, c'est intéressant de regarder comment la France se situe, par exemple, dans la consommation de pétrole. Vous remarquez d'ailleurs que les pays qui ont augmenté le plus leur consommation sont ceux qui se sont développés le plus. La Corée du Sud, en 25 ans, elle est sortie du Moyen-Âge. Mais vous voyez, ça se fait évidemment avec une consommation énergétique qui est importante. Et la France, elle a fait moins 12% parce qu'elle a développé, évidemment, d'autres sources d'énergie, dont certaines sont très proches d'ici, comme vous le savez. Et puis, il y a eu le protocole de Kyoto, qui a été signé, vous voyez, on est juste à la fin, décembre 97, 159 pays, et... pourquoi il ne fait rien? Si, voilà. C'est vous qui faites des trucs avec...
Alors, le protocole de Kyoto dit les pays d'annexe 1, ça c'est toujours amusant cette phrase, ça veut dire qu'il y avait un annexe 1 au protocole et puis il y avait la liste des pays, alors on les appelait les pays d'annexe 1. Et donc ils sont là, alors l'époque c'est l'ordre des 17, d'ailleurs s'engage une réduction globale de 5% des GES et des gaz à effet de serre entre 2008 et 2012. Donc vous voyez, on est en plein dedans. Mais disent-ils à l'époque, on mettra ça en œuvre que si 55% des pays qui représentent 55% du volume total des émissions de CO2 en 90 était la référence, signent le protocole. Les pays en voie de développement ne sont pas concernés, je me dis quand même, les pauvres. Il faut quand même qu'ils développent. Nous, on s'est développé, on a consommé énormément d'énergie, il ne faut quand même pas qu'on les paie. Alors pendant très très longtemps, en fait, on était en dessous de cette barre des 55%, donc tout le monde était tranquille, on n'était pas obligé de mettre ça en œuvre. Et puis un jour, la Russie a signé, et là on a basculé effectivement de l'autre côté. Alors ce qui est amusant, c'est de voir, puisque 90 était la référence, un peu ce qu'ont fait ces pays par rapport aux vœux pieux. Vous voyez, les États-Unis avaient dit, bon ben nous on va essayer de faire moins 7. En fait, ils ont fait plus 7,7. L'Europe des 15 avait dit, on va faire moins 8, on a fait plus 3. Le Japon, moins 6, il a fait plus 18,9. La Russie, bon, elle n'était pas trop concernée, et ils sont aperçus qu'en faisant très peu, c'est pour ça qu'ils ont signé, en faisant très peu en fait, de gestes en économie d'énergie, ils arrivaient à l'économiser beaucoup parce qu'ils gâchaient beaucoup d'énergie. Du coup, ils ont signé. La Chine n'était pas concernée, pendant le même temps, elle a fait plus 44,5, et vous voyez, globalement, le monde a fait plus 7. Alors ça aussi, c'est intéressant à regarder, c'est le classement mondial en tonnes de CO2 par habitant. En 2008, c'était les derniers chiffres. Alors, vous voyez sur le podium, vous avez les États-Unis, l'Australie, le Canada. L'Arabie Saoudite n'est pas très loin, la Russie, la Corée du Sud, l'Allemagne, vous voyez qu'il y a 9,8 quand nous on est à 5,8, et ça va bien augmenter encore. La Chine, je l'ai mise quand